Salut à tous, bienvenue dans ce 7e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission de Nice Matin consacrée à la préparation des sportifs azuréens pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024 qui auront lieu donc l'année prochaine. Vous avez l'habitude maintenant, il est là avec moi comme toujours en plateau, c'est Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Alors, aujourd'hui, on s'est beaucoup intéressé par le passé aux athlètes olympiques, mais aujourd'hui, on va un petit peu voir nos athlètes paralympiques avec David Smetanine qui est avec nous. C'est notre invité. Il est nageur et multiple médaillé aux Jeux paralympiques et donc il est nageur au Cercle des nageurs d'Antibes. Salut David et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. On va commencer par une courte présentation que va faire de toi Romain. Donc David, légende des Jeux paralympiques, merci d'être sur notre plateau. Tu es né à Grenoble, tu as 49 ans, tu as participé à 5 Jeux olympiques, tu as fait tous les Jeux c'est simple, depuis Athènes en 2004. Tu as un palmarès incroyable, 9 médailles paralympiques, dont 2 titres à Pékin en 2008. 157 titres nationaux, ce qui est un record absolu dans le sport français. Ta vie a basculé malheureusement en 1995 à cause d'un accident de voiture qui te laissera tétraplégique partiel. Tu étais déjà un bon nageur, tu étais maître nageur sauveteur, mais tu décides pendant ta rééducation de devenir véritablement un athlète de haut niveau. Tu l'as dit plusieurs fois dans des interviews, tu t'es raccroché aux branches à ce moment-là, c'est ça ? Oui, c'était une opportunité incroyable de pouvoir, dans un sport qui est très accessible en plus, de pouvoir refaire ce que je connaissais déjà et ce que j'aimais. Ok. Alors, petite nouveauté qui nous ramène à notre région, c'est depuis septembre, tu nages à Antibes. C'est consécutivement aux Jeux de Tokyo, première Olympiade où tu repars sans médaille. Tu as fait 6e du 100 mètres, il y avait une pointe de déception. Est-ce que le fait de venir t'installer à Antibes, de rejoindre un groupe bien établi avec Régis Gauthier, c'est la conséquence de cette performance de Tokyo ? Je n'y ai pas pensé forcément tout de suite au moment des Jeux ou après les Jeux, mais plus on approchait de Paris, il y avait déjà une année de moins pour préparer Paris 2024, puisqu'on était en 2021, le report des Jeux de Tokyo a fait que. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse des tests et puis surtout que j'ai des conditions d'entraînement qui soient les meilleures possibles pour performer au monde. Ce qui m'a fait venir à Antibes plusieurs semaines par mois l'année passée. Janvier, février, mars, avril, 10 jours aussi. Puis de fil en aiguille, avec Régis en discutant, on a commencé à parler d'une venue un peu plus régulière ou de peut-être m'installer. Je me suis dit quoi, il me parle m'installer, comment ça ? Et puis finalement, avec un peu de réflexion, je me suis dit c'est peut-être ce qu'il faut faire en fait. Et ça, le travail paye, hein. Tu sors d'une compétition, championnat de France en petit bassin, avec un record de France sur le 200 mètres, donc 3 mois productifs. Oui, ça s'est concrétisé de par aussi le fait qu'on avait l'annonce de Fred Vergniaud, que je connais très très bien comme directeur général du club. Antibes Handisport Méditerranée m'a aussi accepté comme licencié avec beaucoup de plaisir et j'en suis très touché. Et depuis septembre, on travaille dur et ça s'est concrétisé un peu déjà ce week-end au France en petit bassin. Ça reste du petit bassin, mais ça reste un record de France quand même. Battu de près de 2 secondes. Battu de 2 secondes, ouais. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien et j'espère faire encore un petit peu mieux, mais c'est bien. C'est une bonne chose et c'est une bonne consécration par rapport aux premiers mois accomplis ici et montrer que le travail paye. Et ça, c'est important. Ça t'a rassuré, sur ce plan-là. Oui, je le disais, content, oui, mais avant tout, pour moi, c'était un soulagement. Me dire, OK, je suis prêt aujourd'hui, demain, il faut que je nage vite et ça peut pas être autrement. Il faut que ce record il tombe, quoi. Il faut qu'il explose et c'est ce qui s'est passé et c'est bien, quoi. C'est important. À quoi vont ressembler les prochains mois pour aller chercher cette qualification et comment aller la chercher justement ? Explique-nous. Un rythme effréné depuis septembre qui va reprendre à partir du 4 janvier pour moi. De retour d'un petit break de vacances et qui va me faire beaucoup de bien et que j'ai vraiment hâte de vivre. Bien sûr. Voilà, changer un peu les idées, les choses que j'ai prévues aussi. Ouais, entre autres, et pas que, mais entre autres, et les choses que j'ai prévues aussi qui me tiennent vraiment à cœur et qui vont m'aider à avancer aussi un peu. Mais voilà, oui, on va reprendre le travail après ce mois de janvier 2024, en plus, symbolique. Et 10 séances par semaine dans l'eau, 3 muscu, 2 séances de gainage, et on va repartir sur du volume, je pense, avec les yeux rivés cette fois-ci vraiment vers Paris, quoi. Et comme pour les valides, tout va se jouer pour toi en mai à Chalon-sur-Saône. Il y aura un championnat de France et il faudra performer. On a 2 opportunités. Pour moi, il y en a une seule qui est valable pour l'instant, c'est celle de mai, et je ne pense pas à autre chose, en me disant qu'il faut que le 18-19 mai,
À commencer par le 200 d'ailleurs, normalement, je crois, le samedi matin. Il faut que je sois performant aux France, que je sois sur un minima A ou en tout cas le plus proche possible pour montrer une grosse progression, montrer que l'écart au podium est très proche, qu'il est très faible. Voilà, oui, on a un couperet qui est Monsieur Omega. Il faudra toucher la plaque avec un chrono canon et j'ai 3 courses potentiellement qui peuvent me qualifier. 50, 100 et 200 mètres nage libre. Exactement. Le programme fait que je vais commencer par le 200, mais oui, c'est ça. Et puis, il faudra nager très très vite, tout simplement. Alors, un rythme effréné, ça veut dire une grosse préparation. Tu disais, tu as carrément doublé ton nombre de kilomètres dans la piscine. Plus que ça, même. Ouais. Ouais, on a dans les blocs, il y a 15 jours, on était dans le dernier gros bloc, en termes de volume, de kilomètres par jour, par séance. J'ai fait une semaine à 42 km, quoi. On a des journées, des fois, quasiment 9,5, 9 km. C'est des journées où on passe la journée dans la piscine. En fait, je suis 2h05, parfois, je déborde un peu 2h10 dans l'eau, 2 fois. Quand j'arrive à 5 km, il me faut 2 très grosses heures, 2h15. Et sauf que c'est plus intense, qu'il y a plus de kilomètres, qu'on va plus vite à l'entraînement. La densité et le volume d'entraînement n'est pas le même, mais... non, la densité et le volume d'entraînement est le même, mais par contre, le contenu de la séance n'est pas le même. Et c'est d'autant plus difficile, mais oui, c'est entraînement le matin, l'après-midi, sieste aussi, et puis muscu, on va repartir sur du lourd. J'ai commencé aujourd'hui, on a un cycle de force qui est important, qui va monter. Par rapport à mon programme, je suis plutôt en avance là. Si demain soir ou vendredi, je fais une bonne séance en muscu, je serai plutôt en avance, mais voilà. Donc peut-être le week-end un peu plus tôt que prévu, si tout se passe bien. Non. Non, c'est pareil, jusqu'à samedi matin, puis après repos, mais c'est juste que le contenu va demander encore plus d'engagement. Tout ce qu'on a pu faire pour corriger des mouvements techniques, mon bras gauche qui était un peu bas dans l'eau, il fallait le lever, ma position de tête, etc. Toutes les petites choses qui vont être importantes à modifier. Et c'est ce petit tas de petites choses qui va faire la différence à un moment donné aussi, quoi. Par rapport justement aussi à des choses qui nous ont été rapportées quand on a préparé cette émission, il y a ce petit rituel que tu as, c'est d'aller à la piscine tout seul avec ton fauteuil. Il y en a pour 10, 15 minutes, mais tu le fais tous les matins, tous les soirs. Tu rentres tu vas du Creps à la piscine et de la piscine au Creps avec ton fauteuil. Tu pourrais prendre ta voiture, mais non. Tu t'astreins à ce petit rituel, à cette routine-là en tout cas. Ouais, ça me fait du bien de me lever le matin et d'aller rouler un petit peu, ça dégourdit les bras, une espèce de réveil musculaire. À l'aller, c'est un peu plus dur parce qu'il y a tout de suite une piste cyclable après la montée de la gare pour aller pour prendre l'ascenseur, pardon. Ouais. Je le reprends l'après-midi, mais je le prends en tout cas le matin pour aller à la piscine. J'arrive vers le pôle échange, voilà, une grande zone de bus, de transport en commun qui est tout proche de la piscine et du boulevard grec à Antibes. Faut 15 grosses minutes. Ça chauffe les bras, c'est sûr. Puis je vois en fin de semaine la différence entre le lundi et le vendredi ou le samedi matin. Mais oui, parce que c'est vrai que c'est bien de s'aérer un peu, de voir du monde, parce que c'est parfois reposant aussi de dire je rentre, je suis en fauteuil, ça descend, et puis j'ai pas démonté mon fauteuil maintenant la voiture. Quelque chose que je fais très facilement aussi, mais puis voilà, pour l'environnement aussi, c'est bien de pas forcément rouler tout le temps pour faire 15 minutes, pour faire 10 minutes. Et l'après-midi, il y a autant de monde sur la route que de pigeons dans le ciel, donc finalement, il y a des bouchons, je vais aussi vite en fauteuil. C'est un confort aussi. Ouais, c'est un confort aussi. Je ne néglige pas le fait d'être en voiture quand il pleut. J'ai eu une sacrée expérience un mois de septembre, ou même c'était début octobre, plutôt, pas septembre, début octobre, mi-octobre. J'ai pris une première petite pluie et en novembre, là, il y a eu les grosses pluies à un moment donné, début novembre. La voiture fait du bien. Ouais, non, mais puis une personne en voiture qui était au-dessus sur le parking, qui a roulé à bord d'une grosse flaque. J'étais trempé de chez trempé, et je dis non, ça c'est pas possible. Ça quand on est malade, etc. Je suis arrivé vraiment trempé comme une chaussette, comme on dit. Donc quand il faut, je prends la voiture parce qu'il pleut, sinon je peux éviter, c'est très bien. Tous ces efforts là, dont tu parles, Frédéric Vergnoux, qui est le manager du Cercle Nageurs d'Antibes, le prend souvent en exemple pour motiver les autres nageurs de son groupe en disant regardez, à 49 ans, après 9 médailles paralympiques, ce que David a fait. Oui, après c'est Paris 2024, c'est les Jeux en France. J'ai eu la chance et le bonheur d'accompagner la candidature en 2017, de faire partie de ce voyage incroyable pour aller à Lima chercher le précieux sésame, et le retour a été juste magique, quoi. C'est là où Paris, la ville Lima au Pérou, a été désignée justement la 133e, je crois, assemblée du CIO, qui a désigné une double attribution officielle et unique, Paris historique. Et Los Angeles en 2028. Paris 2024, Los Angeles 2028.
Et tout le monde pleurait, quoi. Même Hidalgo, quand Thomas Barr montre les 2 plaques, on va à Paris 24, on sait que c'est officiel, ça y est, ça fait quelque chose. Hein. Donc Paris, le but ce sera d'aller chercher une 10e médaille paralympique, ce qui serait inédit dans le sport français, c'est ça hein? Oui, aujourd'hui, alors on a un mentor, Béatrice Hess, qui dans une certaine époque a fait quelque chose d'extraordinaire, avec plus de 21 médailles, et 20 médailles en or, je crois, c'est exceptionnel. 10 pour l'instant, personne, quoi. Je cite souvent Marie Baucher en ski, qui a fait plus de médailles d'or que moi, mais qui est à 9. Benjamin Davier aussi, 9. Ouais, en natation, c'est difficile aussi. On a plusieurs épreuves, mais c'est compliqué. Et ça serait incroyable. Déjà, 6 fois les Jeux, il y en a une seule qui a fait ça pour l'instant, c'est Mélina Robert-Michon, que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. Voilà, mais on est peu, 2, ça serait chouette, quoi. Par rapport à tes objectifs aussi, il y a quelque chose de sympa. Tu me disais ça tout à l'heure un petit peu avant l'émission, on va révéler un peu les coulisses, mais pendant un temps, tu t'es dit que ça sera peut-être plus pour Paris sur le 50 et le 100, et depuis ton arrivée, et en tout cas avec ce qui s'est passé aussi le week-end dernier sur les championnats de France en petit bassin, tu te dis peut-être que ma chance, elle est finalement sur le 200 mètres nage libre. S'il y a eu une petite inversion dans les objectifs, peut-être. Dans les possibilités de me qualifier, un peu peut-être, ou dans la priorité par rapport à mes courses, sachant que je sais que si je bosse bien sur le 200, le volume que je vais acquérir va me permettre de pouvoir être rapide et plus à l'aise sur 100 mètres. Le 50, c'est encore différent, mais à l'image de ce matin, un chrono qui est mon meilleur chrono de la saison, et depuis bien longtemps, je n'ai pas nagé un 19,40. À l'entraînement, ouais, à l'entraînement, c'est mes temps de course. Hein. Quand je passe 19,2, 19,1, 19,4 sur un 50, c'est-à-dire qu'au bout, je peux nager un petit 39 et ça fait partie de mes chronos de référence, donc c'est top. Oui, le volume fait que je crois en mes chances sur 200 mètres, notamment en grand bain, bien sûr. Donc, on va s'accrocher pour nager le mieux possible sur 200 mètres. Et puis, si ça se passe bien, ça se passera bien aussi sur le 100 mètres aussi, quoi. Pas de raison. Alors David, tu as disputé 5 fois les Jeux, ouais. Mais les Jeux en France, ce sera une première. Est-ce que c'est encore plus fort? Est-ce que c'est le rêve d'une vie, ça? Je ne les ai pas vécus, mais je pense que ouais, c'est le rêve d'une vie de pouvoir finir sa carrière en France déjà. Après tout ce que j'ai pu dire pour cette candidature qui m'a vraiment touché, sur laquelle j'étais très investi, et j'ai passé en 2007 beaucoup de temps dans les transports pour aller à Paris pour accompagner cette candidature, une tournée nationale qu'on a fait aussi. On était au Qatar pour l'ACNO, l'Assemblée des comités olympiques aussi. Bon, un moment important pour moi où j'ai consacré du temps, et la consécration elle vient aussi comme un peu une cerise sur le gâteau pour dire au bout qu'est-ce qui se passe. C'est le vivre en tant que sportif et d'avoir ce public français cette fois-ci vraiment pour nous, avec nous, et nos proches, nos très proches aussi, et ça c'est vraiment particulier de le partager avec eux, quoi. Vous serez à la Défense Arena de Nanterre. Dans un stade de rugby, ouais. Mais qui est une belle structure, donc on va mettre un bassin dedans, un bassin qui pourrait être rapide en plus. Les bassins en inox qui sont montés en général sont bassins assez rapides, et puis il y aura du monde. Voilà, il y aura du monde. Oui, on va retrouver du monde par rapport à Tokyo, qui était malheureusement déserté par le public à cause de cette pandémie. Ouais. Et on le comprend, des raisons qui s'expliquent tout à fait. Paris, c'est autre chose, et puis d'avoir dans les tribunes nos proches, et ça c'est particulier. J'en parlais encore il y a quelques semaines, quelques mois, avec les très proches. Je me disais, je serais comme une dingue dans les tribunes et tout. C'est un truc que je veux vivre, quoi. Par rapport aussi à ce milieu-là, l'handisport qu'on connaît moins, pour les gens qui ne connaîtraient pas, il y a des catégories. Oui. Toi, tu es S4. Explique-nous en quoi ça consiste et comment tu es classé, comment les athlètes sont classés par catégorie. Oui, alors S, c'est l'appellation ou l'abréviation pour swimming en anglais, natation, comme T pour track and field en athlétisme, pour les athlètes. On a 10 catégories physiques, 3 déficients visuels, S11, S12, S13, S11 étant des athlètes non-voyants, 12 et 13 malvoyants. Et je suis 4, je suis au milieu de tableau. Voilà. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait une équité dans les courses, qui n'est pas toujours respectée, mais... C'est difficile. Oui, on a quelques anomalies parfois qu'on constate encore dans les catégories et qui créent du tort à certaines personnes malheureusement, mais il faut composer avec, et il faut en tout cas qu'il y ait des classes de handicap, parce que quelqu'un qui plonge parfaitement ne peut pas nager contre moi, ce ne serait pas juste, il aurait un départ à couler de 10-15 mètres, la course elle est perdue d'avance, quoi, donc c'est pas possible. Donc on classifie les nageurs sur un potentiel physique qu'on adapte dans l'eau, on voit les évolutions dans l'eau, aquatique, les transformations pour qu'un muscle soit fonctionnel dans l'eau et propulsif éventuellement. Et puis on attribue un nombre de points. Et ce nombre de points définit une catégorie de handicap. Voilà, 10 classes, plusieurs courses. Et c'est comme ça que ça marche dans toutes les compétitions paralympiques. Il y a des catégories. Voilà. En basketball, par exemple, c'est le nombre de points qu'on cumule. C'est pour que tout le monde ait une chance de participer. Et d'ailleurs, pour la natation, c'est important de le préciser parce que c'est l'un des rares sports qui intègre des gens qui ont un très gros handicap aussi. C'est vrai. Et toutes les formes de handicap. Malformation,
déficience intellectuelle, déficience visuelle, déficience physique, on peut tous nager. Toi, tu peux te retrouver à nager avec quel type d'adversaire, par exemple? Explique-nous. Des gens qui ont une malformation de naissance ou une amputation ou des amputations suite à un accident, par exemple. Oui, ou malformation congénitale, ça arrive. Ou d'autres pathologies type IMC, infirme moteur cérébraux léger, mais qui ont la capacité de pousser sur le mur aussi. Donc c'est des fois un peu un désavantage pour moi. Mais c'est multi-handicap. On considère que le potentiel dans l'eau est à quasiment le même ou presque le même. Alors, entre le potentiel technique d'un athlète qui s'entraîne et la capacité physique, c'est deux choses différentes. C'est là où il y a encore des inégalités dans les catégories. Bon, j'espère qu'elles seront gommées un jour avec des classifications et des process plus précis. Okay. On avait travaillé sur cette question-là de propulsion et de résistance à l'avancement avec des experts d'universités prestigieuses, Manchester et l'IAS de Gold Coast en Australie, l'Institut des sports de l'Australie, donc le haut niveau. Et ça n'a pas été appliqué malheureusement. Mais on ne désespère pas. Ouais, ça va venir un jour. Parce qu'il y a une énorme progression dans le sport paralympique en natation. Le record du monde du 200 mètres, par exemple, a été abaissé de 10 secondes, plus de 10 secondes. 13 secondes. 13 secondes. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est la préparation qui a progressé? Les formes de handicap, en l'occurrence, 5 secondes, même moins, 3. Par rapport aux deux concurrents directs d'Adaon, l'Israélien qui a le record du monde, un Japonais que je connais très très bien, Suzuki, et Cameron Leslie, un de mes amis aussi, qui est néo-zélandais, qui nage à 53, 54, 51. Bon, par rapport au record du monde qui était de Richard Uribe, mon plus gros rival et ami, Richard Uribe, un espagnol avec qui je me suis battu toute ma carrière, qui avait un record du monde de 2,56, 98. De 53, on se dit ça passe encore. De 44, c'est plus la même chose, c'est plus le même monde, quoi. Okay. Ouais, donc là, il y a un handicap qui est vraiment différent et qui l'aide à chaque fois qu'il y a un mur. Omir, il pousse sur le mur très très fort et il met 5 mètres à tout le monde, quoi. C'est l'avantage qu'il peut avoir par rapport à... Oui. Alors on dit que par rapport à son handicap, il est un petit peu moins avantagé, qu'il est un peu moins synchronisé, un peu moins coordonné dans l'eau, pardon. Oui, mais le potentiel physique est quand même nettement supérieur à la partie technique. Voilà. C'est pas facile après de classifier comme ça les nageurs. Oui, je l'entends, bien sûr. Il faut juste espérer que ce soit un peu plus précis dans les années à venir. Ouais. Voilà. Par rapport au sujet du porte-drapeau aussi, on voulait t'interroger là-dessus. En 2021, tu as fait acte de candidature. Tu espérais... Non, on m'a proposé. On t'a proposé? Oui, je vais juste revenir là-dessus. En plus, on en parlait hier en commission des athlètes, puisque je fais partie de la commission des athlètes du CPSF. D'accord. On l'appelle comme ça pour l'instant. On va lui trouver un vrai nom bientôt. On en parlait hier. C'est un sujet important. Et j'ai été proposé par ma fédération, la Fédération française handisport. Après... La vidéo que j'avais vue, c'était pour 2021. Et là, tu as été proposé pour Paris, c'est ça? Non, j'ai été proposé en 2021. J'étais pressenti en 2012. D'accord. On n'était plus que 3. Il y avait une shortlist dont je faisais partie. 2021, 3 pareils aussi. Puis un binôme qui a été choisi. Bon, après, il y a des choix qui ont été faits, des méthodes de choix et des méthodes de vote à la fin qui étaient celles du grand public, qui ne connaît pas forcément très bien. Donc, je n'ai pas trouvé ça très objectif, mais il faut être fair play. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, 2021, tu as été proposé, ça l'a pas fait. 2012, c'était pressenti. Allez, 2024, tu seras peut-être pas très très loin, ou cette fois-ci porte-drapeau. C'est maintenant ou jamais. Hein. Non, et ça serait un honneur énorme. Encore une fois, si on me demandait si j'acceptais encore une fois d'être proposé ou d'accepter qu'on me propose comme ça s'est passé en 2021, je réponds à ma fédération oui, avec grand plaisir, un honneur immense, c'est sûr. C'est pas à nous de décider qui doit voter pour le porte-drapeau ou pas. On a besoin de décider de la méthode qui mettra cette fois-ci, normalement, je l'espère en tout cas, les sportifs en avant. Ce sont eux qu'on veut voir choisir les porte-drapeaux, mais ce sera validé en temps et en heure en tout cas. Maintenant, bien sûr que si on me posait cet honneur-là, je ne dirais pas non. Et j'ai la chance, je sais déjà que je vais porter la flamme. Une annonce qui a été faite par ma présidente du CPSF, Marie-Amélie Le Fur, que je salue, qui était une très grande athlète aussi, plusieurs fois médaillée en or en longueur et aux 400 mètres en athlétisme, et qui est une brillante présidente, qui s'engage beaucoup pour notre mouvement et qui m'a fait cette annonce-là. Oui, elle me dit clairement, ben voilà, on a 24 sportifs paralympiques de l'histoire française qui ont été choisis, proposés pour porter la flamme paralympique là un peu avant les Jeux. Et Antibes je ne sais pas encore où. Okay. Je sais pas encore où, peut-être à Paris, peut-être autour, c'est possible. Okay. Mais j'aurai cette chance-là et c'est sûr que porte-drapeau. Je suis quelqu'un de très patriotique, je suis engagé pour l'armée de l'air aussi, il y a différentes choses. Mon engagement pour le mouvement sportif en général, olympique et paralympique. J'ai été membre de la commission des athlètes au niveau international aussi. Bon, après, c'est des arguments qui sont ce qu'ils sont, hein, mais...
En tout cas, Voilà. cette flamme pour les Jeux, tu l'as. Dès qu'il y a eu cet accident et que tu as fait les premiers pas de rééducation, etc., ou en tout cas que tu es rentré petit à petit dans ce processus-là de rééducation, tu t'es dit, ok, je ne peux plus être champion olympique, mais je vais tout faire pour être champion paralympique. Oui, c'était vraiment une deuxième perche qui m'était tendue, il fallait pas la rater, simplement. Et c'était une chance inouïe de se retrouver, d'avoir une branche à laquelle se raccrocher encore une fois, une identité qui était celle d'un sportif qui était motivé par les Jeux, qui rêvait des Jeux, qui a eu des exemples aussi devant lui. Des sportifs qui m'ont inspiré, hein. Je pense à Carl Lewis, je pense à des nageurs français aussi, Franck Esposito par exemple, Catherine Plevinski, je connais bien, Christophe Calfayan qui est local aussi, que j'ai vu nager en 92 à Barcelone. Et puis Barcelone, c'est aussi Popov, c'est la passation entre Matt Biondi et Alexander Popov, un nageur vraiment hors norme, quoi. De belles histoires et ça m'a inspiré et je me suis dit, finalement, pourquoi pas moi? Et après avoir été invité à une cérémonie de remise de récompense de 96, le retour des Jeux d'Atlanta, on m'a fait ce petit cadeau-là. Ça m'a encore plus motivé en me disant, peut-être que finalement, j'ai une deuxième chance, il ne faut pas la rater, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai travaillé très très dur pour ça, pour arriver à grappiller les secondes, me qualifier en équipe de France. Une première sélection aux Jeux en 2004, une première médaille le dernier jour pour 16 centièmes face à mon ami Richard, justement. Et cette médaille-là a été déjà de l'or pour moi et en même temps une motivation supplémentaire pour me dire la prochaine fois, c'est le titre, quoi. On a une petite surprise maintenant pour toi, c'est quelqu'un que tu connais très bien qui va te poser 2 petites questions. Il va falloir que tu regardes l'écran qui est juste en face de toi et tu nous diras après un petit peu quelles sont tes réponses. Salut David, c'est Alain. Écoute, je me permets de te poser une petite question et savoir pourquoi tu as attendu autant d'années pour venir dans la plus belle ville pour préparer tes Jeux. Et tu aurais pu venir avant quand même. Non, plus sérieusement, écoute, je te souhaite vraiment la bienvenue à Antibes. J'espère que cet environnement et toutes les marques que tu vas y trouver vont te permettre de te préparer au mieux pour cet ultime défi sportif, 6e Jeux para, tout simplement respect. Et la petite question, c'est de savoir qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand et que tu auras arrêté la natation, parce que moi j'ai des pistes pour moi après 11 ans d'arrêt de ma carrière et j'ai pas encore trouvé. Donc voilà, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard, même si tout ce que tu fais c'est juste génial, continue. À très vite. Alors Belle David, surprise. on va le dire, c'est Alain Bernard qui est vice-président du club d'Antibes, que tu connais donc très bien, Ouais. qui a été champion olympique sur 100 mètres nage libre, notamment en 2008. Comme David à Pékin. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire déjà pour commencer après ? Je vais essayer de me qualifier déjà, on va commencer par là et d'aller chercher cette fameuse 6e sélection. Et une fois que tu vas tourner la page ? Ce que je fais déjà, transmettre. Je donne des cours en management du sport, des Tu fais des conférences. conférences aussi. Oui, on en a fait une très belle ensemble avec un justement dans une grosse boîte locale. Je peux citer qui s'appelle Amadeus, qui est un très gros du transport, enfin des voyages. Une plateforme vraiment réputée dans le monde avec beaucoup de monde, 15 000 personnes, 15 000 licenciés, 15 000 licenciés. Ouf. La plus révélateur, 15 000 salariés et un gros bloc à Sophie Antipolis. C'était vraiment super. On a parlé de résilience, de confiance en soi, etc. Et Ça te plaît et tu as envie de le continuer en tout cas. oui. Alors, pour répondre à la première question, Alain, oui, pourquoi je ne suis pas venu avant? Je ne sais pas. Peut-être que c'était comme ça, c'était prévu comme ça. Peut-être que ma carrière aussi a fait que, mon parcours a fait que. Mieux vaut tard que jamais, hein. Ce qu'il faut dire aussi sur ton envie de transmettre, c'est quand toi, tu as voulu basculer justement et devenir, après ton handicap, un champion paralympique, des gens ont voulu te protéger un petit peu peut-être, ou t'ont dit attention, tu as ce handicap, ça va peut-être être difficile. Toi, tu as envie de dire aux gens, foncez si vous avez envie de faire ça, malgré le handicap, il y a des choses à faire dans la vie. Oui, alors aujourd'hui, forcément, l'exemplarité est importante quand on a un parcours avec de la durée, qui dure, un parcours qui dure dans le temps et qui est ce qu'il est, avec de la réussite aussi, bien sûr, mais transmettre cette fibre-là aux jeunes, qu'ils croient en eux et qu'ils se disent que finalement, c'est un projet qui est possible, qui est réalisable. Handicap ou pas. Oui, bien sûr. Peu importe. Quand on va aux Jeux paralympiques, c'est parce qu'on est un athlète de haut niveau. On est préparé pour ça, on est un champion qui se prépare pour les Jeux, tout simplement. Donc, il n'est pas question de dire que les Jeux paralympiques sont moins élevés que les Jeux olympiques, que c'est autre chose, que c'est... Oui, c'est différent, mais ça reste les Jeux et tous les gens dans la rue qui font du sport ne sont pas des Olympiens. On va aux Jeux paralympiques parce qu'on a fait ce choix d'être à l'entraînement tous les jours, de s'entraîner très 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 dur et de réussir un challenge énorme, quoi. Ça, c'est la première des choses. Donc, qui s'entraîne réussit, en général. Et c'est une opportunité pour des jeunes de leur montrer qu'avec du travail, on peut réussir de très belles choses et qu'il ne faut pas qu'ils perdent confiance en eux. Donc,
Le transmettre de cette façon, c'est aussi ouvrir une porte importante pour la France, la question de la place des parasports dans notre pays, et du sport en général d'abord. Hein. Ça te tient à cœur. Hein. Bien sûr, et des parasports aussi. Paris 2024 ne doit pas être un one-shot, doit être une ouverture d'esprit importante pour notre peuple, pour notre gouvernement, pour nos gouvernements successifs. On va dans le bon sens justement là-dessus? Je pense que oui. On a progressé dans la détection, dans l'approche du sport, dans le regard vis-à-vis du handicap. Le très haut niveau paralympique, c'est une très belle vitrine du handicap finalement. Mais il y a aussi d'autres choses derrière. Il faut préparer l'avenir. On a progressé, on a fait de nombreux efforts dans ce sens-là. J'espère que Paris sera aussi un élément déclencheur pour la suite, bien entendu. Et de le transmettre à travers les valeurs du sport en conférence, c'est quelque chose que j'aime faire, qu'on a fait ensemble encore une fois avec Alain, c'est super. Je vais continuer de le faire, bien sûr. Et puis, oui, peut-être encore les cours que j'ai la chance de pouvoir donner, la confiance qu'on m'a attribuée pour ça, et transmettre à des jeunes, management du sport ou autre, par exemple. Donc, je profite de la question d'Alain Bernard. Il parlait de l'après-sport, mais en dehors des bassins, tu as déjà une vie assez riche depuis des années. Tu ne fais pas que nager. Hein. Tu as été conseiller régional, tu as été élu à World Paraswimming. Tu as une fondation également au Cameroun pour soutenir les personnes handicapées et promouvoir leurs droits. C'est quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps, ça, de ne pas faire que nager, quoi. Oui, c'est une juste mesure de pouvoir trouver un équilibre entre ma vie scolaire au départ, universitaire, mes études, et ma vie sportive, ma carrière sportive, et puis d'avoir réussi à conjuguer les deux au niveau professionnel. C'était important. Mon engagement pour le sport au sein des commissions sportives nationales, la CAN du CNOSF, la fameuse commission des athlètes de haut niveau du CNOSF, Comité national olympique sportif français, depuis quelques mois, la commission des athlètes de haut niveau du CPSF, ou ce qu'elle sera après en termes de nom, mais voilà, le comité des sportifs de la FLD, je suis coprésident aussi pour la lutte contre le dopage, d'une commission des sportifs qui s'engage pleinement pour lutter contre le dopage. Ma fondation au Cameroun, une association aussi en France. On a décidé de créer aussi une passerelle française avec une association qui s'appelle pareil, l'association française handisport Davis Métanine. On milite pour aider de bonnes causes et permettre aux jeunes aussi de croire en leur chance de vivre normalement et de pouvoir pratiquer du sport. Donc c'est important, et puis de continuer à le faire aussi, que mon expérience puisse servir les nouvelles générations. On a tous eu des modèles à un moment donné, il faut continuer, et si je peux en être un, j'en serais ravi, bien sûr. Toi, tes modèles, c'était qui? Alain a été une inspiration importante, notamment à Pékin, parce que j'ai un message, un texto, il me dit, écoute, bon voilà, on a mis le feu à la piscine, il n'y a plus qu'à, quoi. Je m'étais gentil, vu comme ça paraît simple. Oui, je pourrais lui répondre, quand je serai plus grand, je serai champion olympique. J'ai pas réussi, mais j'ai été champion paralympique et c'est pas mal. Voilà, mais oui, des modèles comme Carl Lewis aussi, d'autres nageurs que j'ai pu citer, bien sûr, qui m'ont inspiré. Et puis, il ne faut pas oublier l'entourage. Hein. On n'est pas seul quand on se prépare. L'inspiration peut se trouver aussi là, bien évidemment. Oui, les mots que je peux avoir à l'entraînement avec mon entraîneur, avec mes entraîneurs, l'accompagnement que j'ai aujourd'hui avec Régis, avec Mario aussi, qui est là au quotidien, qui est son assistant et qui m'aide en muscu, à l'entraînement aussi, avec qui je vais travailler toute la semaine prochaine ou fin de semaine, là, parce que le groupe part a mis en compétition. Fred, bien sûr, un directeur sportif que je connais depuis très longtemps et qui a toujours des jolis mots à mon égard, et puis en général, des mots qui sont forts pour son groupe d'entraînement. Il a cette fibre de l'entraînement, je pense, il a ces mots qui vous marquent en permanence et qui donnent envie de se dépasser. Et à l'image de ce matin, un groupe de demi-fond, là, Juan et Madi, on fait un gros travail sur 100 mètres avec des chronos costauds, quoi. David, l'émission est en train de se terminer. Merci à toi en tout cas d'être venu. Merci. On te souhaite du 28 août au 8 septembre prochain un maximum de médailles, l'or sur le 50, le 100, le 200, des qualifs dans tous les sens et des podiums et des Marseillaises. Merci à toi Romain également d'être venu avec moi aujourd'hui pour interviewer David. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve, alors une fois n'est pas coutume, dans 15 jours. Il y a, vous le savez bien, Noël, les fêtes de fin d'année, des périodes sympas à vivre. Profitez de vos proches. Et nous, donc, on se retrouvera le 14 janvier prochain avec un nouvel invité. Je le disais, d'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.